Merci. Vous savez, j'ai écouté le maire, les représentants du PNUD, de Philippe Tako Gourma, du ministre, et j'ai regardé chez moi, il y a des différences dans les appellations. Il y a certains qu'on a oubliés ici, d'autres on ne les a pas oubliés. Donc pour éviter, comme j'ai la chance de conclure, pour éviter d'oublier un, je vais m'associer à toutes les appellations qui ont été faites par les uns et les autres. Donc personne n'est oublié. Je vais donc passer directement au reste du discours, sans passer par les formules de politesse. Je voudrais d'abord, pour cette cérémonie, remercier le PNUD, les pays scandinaves, dont un a parlé en bambara ici. Tout le monde lui applaudit. Il faudra que la prochaine fois, on lui apprenne un peu le Soraï, le Tamashek, les autres langues du Mali. Et félicitations. C'est un effort que nous apprécions, le fait de nous saluer dans notre langue. C'est très important pour nous. Vous savez, quand vous partez dans une localité, dès que vous parlez la langue, ils vous reçoivent toujours les bras ouverts. Moi, je suis bien placé pour le savoir. Vous savez, dans les années 80, j'étais responsable de l'ensemble des étudiants de toutes les communautés dans mon université. Et vous savez qu'un Africain du Rwanda était plus proche du Malien que le Malien du Nigérian ou du Libéria. Qu'est-ce qui était là-dedans? C'était la langue. Le fait qu'on parlait la même langue nous rapprochait, alors que géographiquement, on était loin des uns des autres. Donc je voudrais remercier le représentant de l'ambassadeur pour son effort de parler dans notre langue, de nous saluer et nous remercier dans notre langue. Nous apprécions ça, ça a juste valeur. C'est aussi un manque de considération pour notre peuple. Le ministre de l'Environnement, vous savez, vous avez eu un bon avocat, parce que dans notre pays, depuis quelque temps, on est préoccupé par les questions de sécurité. Donc les grands forums internationaux, nous avons décalé jusqu'à l'année 2024. Mais je crois qu'il a tellement bien appris ses cours d'avocat, en tant que ministre de l'Environnement, et surtout lorsque j'ai reçu le représentant du PNUD qui est venu de New York, plus une représentante des Nations Unies, avec lesquels j'ai parlé pendant plus d'1 heure de temps, j'ai été convaincu que les arguments du ministre, ni le président, ni le Premier ministre ne pourront résister. Donc, vous avez un très bon avocat auprès de nous. Il nous a convaincus que même si toutes les rencontres sont reportées à janvier, la rencontre sur l'environnement doit se tenir ici au Mali. Et vous savez, entre autres arguments, il nous a convaincus simplement que le centre du Mali, c'est vraiment l'épicentre de l'insécurité aujourd'hui. Mais c'est là-bas qu'il y a les programmes du PNUD actuellement. Même si, dans l'introduction, on a limité le Sahel un peu aux pays africains. Vous savez, dans la définition de l'Union africaine, le Sahel, c'est depuis le Sénégal jusqu'en Afrique de l'Est. C'est sur toute cette langue. Mais j'ai compris que c'est surtout les pays du Sahel qui sont là. Je voudrais aussi saluer nos frères du Burkina Faso et du Niger qui sont chez eux. Et notre frère du Burkina certainement s'est dit qu'il doit avoir en face un chef traditionnel Moussi, parce que mon boubou là, c'est le chef traditionnel de Moussi. Il est porté à leur honneur. Hier, il est porté d'ailleurs pour aller en conseil des ministres. C'est un chef traditionnel Moussi qui me l'avait offert. Donc, je ne parle pas le Moussi, mais je suis habillé dans leur habit aujourd'hui pour vraiment marquer toute notre considération
pour le Burkina Faso et tous nos pays amis. Permettez-moi, mesdames et messieurs, à l'entame de mon propos, au nom du peuple malien, à mon nom propre, d'exprimer toute notre reconnaissance et notre profonde gratitude pour le choix porté sur le Mali pour abriter cet événement si important pour notre continent. J'en ai suffisamment parlé et le ministre a fait vraiment un plaidoyer auquel nous ne pouvons pas résister. À cette occasion, je voudrais vous transmettre les salutations cordiales et fraternelles de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. C'est lui qui devait présider cette cérémonie. Vous savez, c'est un président en même temps un chef militaire. Et la priorité pour notre pays aujourd'hui, c'est la sécurité. Donc en même temps qu'il s'occupe de toutes les questions, il y a la question fondamentale, la question de sécurité pour notre pays. Ce qui fait que tous les événements à caractère social sont délégués au Premier ministre pendant que lui, il est aux commandes de notre armée. Je voudrais donc vous dire que vous avez toutes ces salutations et ils fondent beaucoup d'espoir sur votre conférence. Le président a bien voulu accepter que le Mali abrite ce premier forum régional sur le climat, la paix et la sécurité pour montrer l'engagement constant de notre pays en faveur de la paix, de la stabilité et d'un développement durable. Le Forum régional sur la sécurité, mesdames et messieurs, offre une plateforme de discussion sur la prévention et la gestion des conflits, la gestion durable des ressources naturelles, les mesures d'adaptation au changement climatique et les mécanismes de consolidation de la paix et la cohésion sociale. Il s'agira de réfléchir avec les pays amis et frères du Mali et leurs partenaires sur la sécurité climatique et déterminer des actions nationales et sous-régionales en vue de mieux harmoniser et organiser notre action conjointe en réponse aux défis identifiés dans un contexte politique et très critique que vous savez très bien. La rencontre de Bamako vise l'implication de l'ensemble des décideurs afin d'explorer les voies et moyens pour une stratégie approfondie, commune à l'impact des engagements climatiques sur la paix, la sécurité et le développement, et proposer des pistes de solutions en vue d'inverser la tendance à un niveau qui soit en adéquation avec l'ampleur du défi climatique sur notre continent. La présente rencontre vient à point nommé, mesdames et messieurs. Elle se tient au moment où nos pays se préparent à participer à la 28e conférence des parties, la COP 28, sur le changement climatique du 30 novembre au 12 décembre à Dubaï, à Doha, aux Émirats arabes unis, dont l'une des journées thématiques porte justement sur le climat, la paix et la sécurité. Mesdames et messieurs, le continent africain, très fragile aux effets néfastes du changement climatique, selon les résultats de plusieurs études, fait partie des régions les plus vulnérables au monde, avec une particularité pour la région du Sahel. Cette région est soumise à une forte variabilité climatique, caractérisée par les modifications des régimes pluviométriques, une augmentation de la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes comme la sécheresse, les inondations, les vents violents, les chaleurs torrides et les pluies intenses, avec des effets perceptibles sur les terres agricoles, les pâturages, les ressources en eau et la santé. Cette situation a pour conséquence de fragiliser les conditions de production de nos populations et de nos États, ainsi que encourage le déséquilibre des écosystèmes. Mesdames et messieurs, ces tendances climatiques ont des effets négatifs
sur les secteurs qui conditionnent notre développement économique, social et culturel, notamment l'eau, l'agriculture, l'élevage, la flore, la faune et la santé humaine. C'est pour cela que nous devons réfléchir ensemble sur les dispositions appropriées à prendre afin de maîtriser les conséquences de plus en plus dramatiques de ce fléau sur nos populations et dont la plupart sont fortement dépendantes des ressources naturelles. Il est essentiel, mesdames et messieurs, ici de parler de la résolution des conflits qui doit être guidée par la souveraineté des nations concernées. Les solutions durables aux problèmes qui touchent nos régions ne peuvent être imposées de l'extérieur. Au contraire, elles doivent être le résultat d'un dialogue inclusif, d'une appropriation locale en tenant compte des spécificités culturelles et des besoins réels de nos communautés. Le Sahel est en voie de devenir l'une des régions les plus violentes d'Afrique ces dernières années, en raison des conflits, des crises politiques, des affrontements communautaires et de l'extrémisme violent. La prolifération du crime organisé, le développement d'activités illicites et de banditisme, ainsi que les luttes pour l'accès aux routes commerciales et aux marchés illégaux ont alimenté beaucoup de conflits dans notre pays. La gestion des frontières et la faiblesse de la présence de l'État dans certaines localités, voire leur absence totale dans d'autres, ont été exploités par les mouvements extrémistes et des groupes armés organisés. En regardant un peu l'histoire, on peut se rendre compte, j'aurai le temps d'en parler, que souvent la violence a été importée, organisée, répandue pour désorganiser les sociétés. En outre, les tensions intra- et intercommunautaires pour le contrôle des ressources naturelles, telles que la terre, les pâturages et l'eau, ont été exacerbées par la crise climatique, la croissance démographique, les déficits d'investissement, la corruption et la mauvaise gouvernance locale, notamment dans les zones frontalières. Mesdames et messieurs, la convergence des crises liées au changement climatique et à l'instabilité des systèmes socio-économiques et politiques intensifie les risques en termes de sécurité alimentaire, de gestion des ressources naturelles, de prolifération des conflits armés, de détérioration des moyens de subsistance des populations, d'augmentation des migrations et même de vulnérabilité au niveau des zones urbaines. Dans chacun de ces cas, la marginalisation de certains groupes aggrave le niveau de vulnérabilité lié au changement climatique. Ainsi, les défis s'entrecroisent et se renforcent mutuellement au point de dépasser les capacités de réponse des communautés et parfois des gouvernements qui ont été de façon méthodique délégitimés en plusieurs endroits en dépossédant l'État de ses moyens et de sa force régalienne. Mesdames et messieurs, le Forum de Bamako montre que la sécurité climatique est devenue un enjeu central de notre époque et affecte l'ensemble des régions. À ce titre, je réaffirme la volonté du Mali de s'engager pleinement pour jouer un rôle actif et constructif dans la recherche des solutions durables aux problèmes climatiques. Cependant, cela exige une réponse collective et coordonnée, un engagement indéfectible en faveur de la paix et du développement durable. Nous croyons en un Sahel de paix, stable et prospère. Nous y travaillons ardemment et nous sommes prêts à travailler en partenariat avec nos frères des pays voisins, nos amis internationaux et tous ceux qui partagent notre vision à travers une nouvelle réorientation des relations de coopération conformément à l'article 34
de la nouvelle constitution du Mali, la constitution de la 4e République, que le président a promulguée le 22 juillet 2023. Comme je dis souvent, le président a signé l'acte de naissance de la nouvelle République ce jour. Je cite ce que dit cet article 34. L'action publique est guidée par les principes fondés sur le respect de la souveraineté du Mali, le choix souverain du peuple et la défense de ses intérêts. Beaucoup de conflits que nous avons actuellement, c'est parce que certains veulent nous empêcher d'appliquer ces principes. Notre président a édicté des principes, notre constitution les a constitutionnalisés, ainsi dire. Tout pays qui veut collaborer avec le Mali doit respecter sa souveraineté. 1. 2. Doit savoir et laisser au Mali le libre choix de ses partenaires stratégiques. Et 2. Tous ceux qui sont investis d'un pouvoir public par le nom de la société doivent avoir comme boussole les intérêts supérieurs du peuple malien. Ce sont ces 3 principes qui sont dans notre constitution et que nous demandons à tous nos amis d'avoir en l'idée chaque fois qu'on veut collaborer avec le Mali. Mesdames et messieurs, je puis d'avance rassurer que de vos échanges fructueux découleront des propositions concrètes à travers une déclaration. On propose de nommer la déclaration de Bamako en vue de renforcer la collaboration entre les pays africains et leurs partenaires sur les questions cruciales liées au climat, à la paix et à la sécurité dans le Sahel. Vous savez, beaucoup d'entre vous sont venus de beaucoup de pays africains. 9 représentations. Je vois nos soutiens européens aussi qui financent le PNUD, qui nous aident à lutter contre la désertification. C'est pour cela que je me permets de faire une petite digression qui ne va pas être longue, pour juste vous expliquer ce qui se passe au Mali. Vous savez, chers invités, être au Mali aujourd'hui, en si grand nombre de pays et de nationalités et d'organisations différentes, c'est un acte de solidarité, c'est un acte de foi. Parce que pour certains qui ne sont pas au courant, on leur a décrit le Mali comme un pays isolé. Depuis que vous êtes là, beaucoup n'ont vu que des citoyens très gentils, un pays calme. Mais celui qui est hors du Mali, on leur a dit, le Mali c'est un pays isolé, un pays envahi par les terroristes, les pouvoirs politiques même se cherchent, toute leur coopération c'est pour sécuriser ceux qui sont au pouvoir. Il y a beaucoup qui entendent cela. Mais le fait que malgré tout cela vous êtes venus, vous avez vu, vous avez compris, je vais juste vous dire quelques mots pour renforcer ce que vous avez déjà retenu de vous-même. En réalité, nous sommes en transition. Vous savez, les transitions dans chaque pays ont leur réalité. C'est comme les malades. Il y a un mal à la tête, l'autre au ventre, l'autre aux pieds. Mais vous avez des docteurs qui viennent, qui donnent le même médicament. Sanctions, fermer des frontières, priver de nourriture, de médicaments. Mais la finalité, c'est quoi? L'histoire a montré que les sanctions n'impactent pas surtout les dirigeants, mais ça impacte la population. Lorsqu'on prive les populations du Niger de médicaments, de nourriture, on prive les fonctionnaires de leur salaire. Mais qu'est-ce qu'on cherche? Le premier dirigeant, de toute façon, il aura son petit déjeuner. C'est les autres qui vont souffrir. Lorsqu'on fait la même chose au Burkina Faso, on fait la même chose au Mali. Donc ce médicament-là, pour ceux qui ont mal à la tête, au ventre, au cou, ça ne marche pas. Parce que dans chaque pays, il y a des réalités objectives.
il y a des symptômes qui engendrent la maladie. Il faut les soigner. Vous aurez constaté que dans la plupart de ces pays, les changements qu'on appelle institut constitutionnel, c'est dû à l'insécurité. Je donne souvent le cas du Burkina. Il n'y avait pas de problème institutionnel au Burkina. Il y avait un président élu, il y avait des partis autour de lui, le pays était dirigé. Mais tous les jours, c'est des dizaines de gens qui mouraient. Au Mali, on avait un président, certes, il y avait des contestations, mais le plus grave, c'est qu'il y avait trop de morts dans notre pays. Tous les jours, le président va, il pleure, il vient. Un président, on n'a pas besoin qu'il pleure. Vous savez, quand moi j'étais malade, récemment, les citoyens savent, vous voyez un peu comment je parle, lorsque je n'avais même pas conscience, très affaibli, qu'est-ce que j'ai dit au président qui a protégé mon intimité? Je leur ai dit, à part lui ou ses envoyés, ou mes deux époux, personne ne doit me voir. Pourquoi? Ma soeur était au village, elle a fait des mois à pleurer. J'ai refusé qu'elle vienne me voir. Pourquoi? Parce que le peuple a besoin de dirigeants en qui il a confiance. Ce n'est pas des gens de qui il a pitié. La pitié, là, c'est pour votre femme, vos enfants. Mais le peuple ne veut pas avoir un malade débat. Sinon, après ces meetings, certains vont dire, mais lui, là, il n'arrive même pas à parler. Vraiment, il n'a qu'à aller se reposer au lieu de venir vouloir nous diriger. Donc, un président, on n'a pas besoin d'un président qui va pleurer. On a besoin d'un président qui boute les terroristes de notre territoire. Même s'il a l'air fâché, pourvu que les Maliens puissent rire parce qu'ils sont en paix. Le terrorisme a envahi notre pays. En 2013, lorsque les forces internationales intervenaient au Mali, qu'est-ce qui a été dit aux Maliens? C'est le président de la République française, François Hollande, qui a dit au Mali, il l'a dit au Qatar, il a dit partout que l'objectif de l'opération Serval, c'est de détruire le terrorisme, c'est d'assurer l'autorité de l'État malien sur l'ensemble du territoire, c'est d'appliquer les résolutions des Nations Unies. Voici les trois conditions. 2013. En 2020, au moment du renversement du régime, le terrorisme a envahi 80% du territoire, alors qu'en 2013, c'était confiné au nord. Et ça s'est étendu au Burkina, c'est parti dans les pays du Golfe. J'ai entendu récemment le haut représentant pour la politique extérieure de l'Union européenne dire qu'ils ont donné 600 millions d'euros au Ghana, autrement dit 40 milliards de francs CFA, pour lutter contre le terrorisme. Donc pour acheter des armes. Et il y a eu des inondations au Ghana quelques semaines avant. Pourquoi on ne leur a pas donné 40 milliards? Pourquoi on ne leur a pas donné 40 milliards pour construire des routes, pour se développer? Mais on dit c'est pour lutter contre le terrorisme. C'est pour acheter des armes. Mais le terrorisme a été au nord, confiné au grand nord du Mali. Quand l'un des grands pays de l'Union européenne venait au Mali. Mais en 2020, 7 ans après, qu'est-ce qu'on a constaté? Je viens de vous dire que le terrorisme a pris 80% de notre territoire. C'est étendu aux autres pays. Donc, ce qu'il a dit au début, c'est un mensonge ou c'est pour nous tromper. 2, c'est pour l'intégrité du Mali. Mais qui a empêché l'armée malienne de rentrer à Kidal, le bastion des terroristes? C'est l'armée française. C'est elle qui s'est interposée. Le commandant en chef de la MINUSMA, c'est un général français. On a empêché l'armée malienne de prendre le territoire. Donc on a créé un sanctuaire où les terroristes ont été se préparer pendant 2 ans. Parce qu'avant on disait c'est des Touaregs, c'est des Blancs, mais il y a des Noirs qui sont partis. Ils se sont organisés pendant 2 ans et puis ils ont déferlé sur le reste du pays.
Et on s'est retrouvé avec le terrorisme au centre du Mali. Le centre de gravité du terrorisme, c'est devenu le centre. Or, il n'était pas prévu que les forces internationales arrivent au centre du Mali. C'est comme si vous avez mal au pied, on vient vous taper sur la tête, vous occupez de votre tête, vous oubliez le pied. Donc on a laissé le nord. Qu'est-ce qui s'est passé au nord? Des groupes terroristes se sont organisés avec des mouvements qui disaient qu'ils sont venus signer la paix pour créer des États dans l'État. Ils ont des jugements, ils ont des prisons, ils ont des mines d'or qu'ils exploitent. Où va l'or? On imagine où ça va. Dans quelques années, on va présenter un pays, dire que c'est le plus grand producteur d'or au monde, alors qu'il n'en produit pas. Une partie de l'or, certains terroristes le prennent, ils le passent à ceux qui disent qu'ils sont dans les mouvements signataires de la paix. Ils viennent à Bamako. On corrompt toute la chaîne. Depuis l'entourage du chef de l'État, des officiers, des juges, tout le monde, des hommes politiques, et on crée une oligarchie plutocratique qui prend notre pays en otage. Les militaires parlent, on les casse les reins, on les sort de l'armée. Un homme politique parle, on lui donne 0,00% aux prochaines élections pour dire qu'il ne représente rien. Comment on fabrique les résultats? Le président qu'on veut qu'il passe, dès qu'on arrive ces résultats, on nous fait pleuvoir des félicitations venues de France, des pays africains, alors que notre Cour constitutionnelle ne s'est même pas prononcée encore. C'est pour intimider notre peuple. Que vous voulez ou non, c'est lui le président, c'est lui qu'on veut. Et quand il s'assoit, il signe des contrats léoniens. Là où le Mali doit avoir 100 milliards, on lui donne 1 milliard, le reste va ailleurs. On lui donne des nationalités, sa femme, ses enfants. Et quand le pays sera déstructuré, il prend l'avion, il s'en va. Il y a des ministres. Est-ce que dans vos pays, vous allez accepter que quelqu'un qui a 2-3 nationalités soit ministre de la Défense, ministre des Affaires étrangères? Il accède à tout. Quand il n'est pas du gouvernement, il prend son billet d'avion, il s'en va et on lui donne du boulot là-bas. Dans sa valise, vous avez tous les documents de l'État dans sa valise. Donc, le terrorisme n'a pas été... L'intégrité du Mali, on nous a empêché de l'avoir. Ensuite, les résolutions des Nations Unies changent chaque année quand vous les lisez. Les premières disaient qu'ils venaient pour lutter contre les terroristes, les éloigner des villes, les détruire. Mais après, on nous a dit qu'ils ne sont pas venus pour se battre. Vous voyez un camp malien, il y a des attaques contre le camp. Le camp est financé par les forces internationales, construit par les forces internationales. Et on oublie, entre guillemets, différents forages. Donc, les militaires maliens n'ont pas d'eau. Donc, ils sortent. Notre État n'a pas les moyens de grandes cargaisons d'eau les importer. Ils vont chercher l'eau dans les pays autour. Les terroristes étudient leur parcours. 1 mois, 2 mois. Et un jour, ils viennent tomber sur les militaires qui puissent de l'eau. Ils les tuent tous. Ils remplissent leurs véhicules de bonbons d'explosifs. Ils vont dans le camp. Ils explosent, on tue les militaires. Ceux qui restent en vie, ils se battent 7 heures de temps. Il n'y a pas d'appui. Il n'y a pas d'aide. Les balles finissent. Les nourritures finissent. Les armes finissent. On finit par les tuer tous. Les militaires demandent un soutien aérien. Il y a des hélicoptères, des avions sur nos territoires. Les forces internationales disent non, nous on n'est pas venus. On est venu nous interposer pour la paix. Mais il n'y a pas de paix. On vient, on massacre 140 personnes dans un village. Le président va, il pleure, il
Il menace le chef d'état-major, tout le monde le voit, on a peur à la télé, le lendemain, il n'y a rien. On n'a pas besoin qu'un président pleure. On a besoin qu'un président fasse pleurer les terroristes, et pas lui. On n'a pas besoin qu'il menace nos militaires. Ils donnent déjà leur vie. C'est la seule fonction où ton chef peut te dire d'aller dans une mission où tu peux perdre ta vie. Mais tu ne dis pas que tu ne vas pas. Pourquoi tu viens les menacer? Toi, tu as quitté sur ton climatiseur. Voici ce qu'on a vécu. C'est pourquoi j'ai dit aux militaires, c'est notre fierté. Ils nous ont restitué notre dignité et notre honneur. Parce qu'à un moment donné, le peuple a dit que ça suffit. Il n'en veut pas. Comme ils refusent de nous donner leur avion. Tous les députés votent, on sort de l'argent des caisses de l'État pour acheter des avions, des hélicoptères. Est-ce que vous savez, on nous interdit même d'acheter des lunettes à vision nocturne. On achète un simple avion de transport avec un pays européen. Il est bloqué en Amérique. Simple avion de transport. On sort l'argent pour acheter des hélicoptères. C'est détourné par les membres de l'oligarchie qui est liée à eux. Les militaires n'ont pas d'armes. Ils ne peuvent pas se battre. Ils invitent les mêmes membres de l'oligarchie dans des conférences internationales pour aller se moquer des militaires maliens. Les militaires, ils n'achètent pas les armes. On les achète pour les lui donner. Quand on doit envoyer 200 personnes quelque part, on envoie 100. Sur les papiers, c'est 200, mais on envoie 100. Sur les 100, il y a peut-être 50 qui ont des fusils. Sur les 50, il y a peut-être 25 qui ont des balles. Au lieu d'avoir 3000 balles, peut-être ils ont 500, ils ont 100. Mais les terroristes s'informent, ils ont déjà des réseaux. Ils viennent en grand nombre. Ils savent qu'il n'y a que 100, donc ils viennent à 500. Ils les étouffent, ils les tuent tous. Et les radios internationales qui formatent nos esprits nous disent, oui, on a tué tous les Maliens, ils ne valent rien, ils fuient. D'ailleurs, il y a les tombes, on les met dans les fosses communes. Et nos grands-mères qui sont dans les villages écoutent, ah, RFI a dit qu'hier on a tué tous les Maliens. Les intellectuels se lèvent. Matin de bonne heure, ils mettent RFI. Vous ouvrez votre télé, vous mettez France 24. On vous bombarde et on formate les esprits. Et au fil du temps, les citoyens perdent confiance en eux-mêmes. Et ils mettent leur destin dans les mains d'autrui. Un vaste pays comme le Mali, vous ne pouvez pas payer d'hélicoptère, vous ne pouvez pas payer d'avion, vous ne pouvez pas payer des simples lunettes à vision nocturne. Vous êtes appelé à faire quoi? Vous esclavagez, c'est tout. Un jour, l'armée a dit ça suffit. Les militaires qui étaient sur le terrain, qui ont vu toutes les trahisons, tous les doubles jeux, tous les coups bas qui ont été faits au peuple. Les militaires ont dit ce peuple est en train de manifester. Finalement, il faut arrêter ça. Et des militaires sont venus au nom de l'armée. Ils ont arrêté le processus. Voilà comment la transition malienne est venue. Elle n'est pas venue du ciel. Au Burkina, comme je vous l'ai dit, il y avait un régime démocratiquement élu, entre guillemets. Au Niger, il y avait la même chose. Au Niger, on va dans une base qu'on construit. On oublie de mettre les moyens de communication. Les terroristes s'informent, ils tombent sur la base. Ils commencent par détruire les moyens de communication qu'on a mis. Et ils tombent sur les militaires. Ils les tuent tous. Est-ce qu'on a besoin d'être un ingénieur pour savoir qu'aujourd'hui, il y a les communications satellitaires? Pour pouvoir informer leur chef qu'on envoie un soutien. Non. On détruit le système de communication qu'on a mis, donc les militaires sont isolés du reste du pays. On les tue tous. On vient faire une fosse commune. Donc c'est l'insécurité
Et le premier besoin de l'homme, c'est de vivre. Un peuple où on tue les gens, vous ne pouvez pas venir leur parler de démocratie. Parce que la démocratie, même les pays qui nous l'amènent, ça a duré 200, 300 ans chez eux. Même dans la Grèce antique, c'est ceux qui comprennent qui votent. Vous êtes en train de parler du Sahel. Vous parlez à Bandiagara, vous avez une famille où les gens meurent de faim, ils n'ont pas mangé depuis 3 jours. Vous amenez un corrompu qui appartient à l'oligarchie, qui a 10 milliards dans ses comptes à l'extérieur. Il vient pendant les élections démocratiques, il sort 1 milliard, on fait des petits billets. Parce que chez nous, le billet, il paraît qu'il y a certains politiques à qui on a dit qu'ils auront beaucoup d'argent. Parce que l'argent ne coûte que le papier à certains pays. On va leur fabriquer beaucoup, leur donner. Il va voir la vieille, il y a un bulletin de vote, il y a 500 francs, il meurt de faim. Mais la personne, elle prend ses 500 francs pour avoir quelques kilos de mie, et il vote. Et on dit qu'il a voté. La personne n'a pas voté parce qu'il ne sait même pas ce que le dirigeant a là dans la tête. Il a voté pour ne pas mourir. Il a voté pour avoir quelques kilos de mie pour ne pas mourir. Ce n'est pas pour les idées. Voici ce qu'on nous a imposé. Le premier besoin de l'homme, c'est la vie. Un gouvernement qui ne peut pas assurer la sécurité physique de ses citoyens, il ne peut pas être légitime. Un gouvernement qui ne peut pas nourrir sa population ne peut pas être légitime. Vous voyez les terroristes aujourd'hui, ils brûlent les récoltes, ils tuent les paysans dans les champs chez nous. Comme l'armée les a terrorisés eux-mêmes, maintenant ils n'affrontent plus l'armée, ils vont tomber sur les paysans pour créer la famine. Parce qu'un peuple qui a faim va dire que le gouvernement n'est pas légitime. Voici la situation au Mali. La même chose partout. Donc vraiment, je veux que vous compreniez comment la transition malienne est survenue. Ce n'est pas des militaires avec des pouvoirs qui se sont levés, ils ont quitté les camps, ils sont venus prendre le pouvoir. Mais le peuple n'allait pas accepter. Les militaires sont venus sauver notre peuple de la disparition certaine et programmée. Ça, si on ne vous explique pas à l'extérieur, les gens vont croire aux intoxications qu'on leur dit. Ensuite, nous avons dit, des militaires ont dit, bon, maintenant que nous mourrons, on va chercher un partenaire stratégique qui peut nous donner des lunettes à vision nocturne, des hélicoptères. Mais les Russes ont dit qu'ils peuvent le faire. Mais pourquoi on va nous empêcher de chercher des hélicoptères? On a inversé la tendance aujourd'hui. C'est les terroristes que notre armée terrorise. Nous sommes l'un des rares pays, pour ne pas dire l'un des rares dans l'histoire. On recrute, on forme, on achète les armes, on fait la guerre en même temps, à la même période de l'histoire. Même maintenant, il y a le recrutement dans l'armée. Vous avez vu combien de personnes, avant tout le monde personne ne voulait être militaire. Mais aujourd'hui, on veut nos citoyens veulent libérer notre pays. Donc je voudrais vraiment que vous tous, vous compreniez cela. Mais il y a des pays où il y a eu des changements de régime. Est-ce que vous savez, lorsqu'il y a eu le changement de régime dans un pays d'Afrique centrale, moi j'ai entendu sur RFI qu'ils sont en train de suivre avec attention ce qui se passe dans ce pays. Mais quelques jours avant, quand il y a eu un changement de régime au Niger, ils disent qu'ils vont faire une réunion de défense à Paris. Et dans un pays, on change le régime, vous faites un comité de défense. Dans un autre pays, on change le régime, vous dites que vous suivez avec attention. Parce qu'on voulait nous réduire à la disparition certaine de nos pays. On nous a amené des forces spéciales pour les entraîner sur notre territoire. On n'a pas informé notre gouvernement. Les pays scandinaves, tout le monde sait que c'est des pays de paix. Ils nous sommes trouvés avec des soldats venus d'un de ces pays, du Danemark sur notre territoire. Mais on leur a dit, mais où est votre visa? Il n'y en a pas. Et quand un parent vous invite au Danemark pour aller vous demander le visa, après, il dit que c'est l'ancien président qui les a invités. Mais on dit qu'il vous a invités, mais maintenant le visa, il est où? C'est les Français qui leur ont dit d'aller. On a dit qu'on ne traite pas par procuration avec le Mali. Donc je voudrais dire à tous les pays européens, le Mali n'est l'ennemi de personne.
Le Mali est très reconnaissant par rapport à ce que vous faites. Mais ne traitez plus avec le Mali par procuration. Celui qui veut traiter avec le Mali, vous parlez avec le gouvernement malien. Nous savons la différence entre les pays. Le premier pays qui a reconnu le Mali indépendant, c'est un pays européen, c'est l'Allemagne. Je disais hier aux Maliens, les jeunes qui ne connaissent pas beaucoup l'histoire, les premiers avions de notre compagnie aérienne, uns des premiers avions, c'est venu de l'Angleterre. Mais on ne peut pas nous dire que pour parler aux Maliens, il faut qu'à l'Union européenne, on passe par un pays qui prend 1 milliard, il met dans sa poche, il vous amène, allez-y entraîner. Le nord du Mali allait se transformer en un territoire d'entraînement des forces spéciales étrangères. C'est ce qu'on appelait Takuba, sans aucune base légale. C'est pourquoi on a fermé et on a renvoyé tout le monde. Il n'y a pas de base légale. Quand à l'OTAN on a demandé au président français quelle est la base légale de G5 Sahel, il n'y avait pas de base légale. Ils sont venus comme ça. C'est après qu'il a menacé les présidents pour aller signer et lui donner. C'est terminé, nous avons renvoyé, c'est fini. G5 Sahel, c'est Burkina, Niger, Tchad, Mali, Mauritanie. C'est une présidente tournante, notre tour arrive, un pays extra-africain dit non, ça ne va pas se tenir au Mali. Donc ce n'est pas pour les Africains. Nous avons dit de prendre leur bagage et partir. Ils ne sont pas chez nous. Parce que nous voulons un État souverain. Nous ne voulons pas qu'on sous-traite. Il ne faut pas que les organisations régionales deviennent des caisses de résonance pour défendre des intérêts étrangers. Nous, aujourd'hui, je vous assure, nous avons les preuves que tous les mouvements terroristes, ceux qui sont en train de tuer les Maliens, ils ont été créés et ils sont financés, sponsorisés de l'extérieur. C'est ce que nous avons voulu démontrer aux Nations Unies. On nous a dit non. Mais des pays qui disent qu'ils sont là pour la sécurité internationale, il y a un d'entre eux qui est en train de répandre l'insécurité. Nous avons voulu démontrer, on nous a dit de ne pas le faire. On nous balade dans les affaires des droits de l'homme. Mais récemment, on a tué des centaines de Maliens dans le bateau Tombouctou. On a tué des centaines de Maliens à Gao, à Bamba, à Tombouctou. Qui a entendu une seule organisation internationale des droits de l'homme faire un rapport? Personne. Même des simples condoléances à notre président. Donc il y a 2 poids, 2 mesures. Dans un pays à coup d'État, le président est bon. Dans un autre, le peuple chasse le président. Et on vient menacer ceux qui sont au pouvoir. Le peuple a dit non. C'est pour cela que les Maliens sont sortis. Quand la CEDEAO a pris son embargo sur commande contre les Maliens sont sortis le 14 janvier 2022. 4 millions de Maliens dans les rues pour dire qu'ils sont d'accord avec l'actuel gouvernement. Mais avant, les gouvernements et présidents démocratiquement élus, ils étaient élus avec 1 200 000, 1 300 000. Mais là, plus de 4 millions étaient dans les rues. Quand on a commencé à citer, dès qu'on a dépassé 4 millions, je leur ai dit d'ailleurs que 4 millions, ça nous suffit largement. Ce n'est pas la peine de continuer à compter. Parce qu'il n'y a aucun des pays qui sont contre nous où le président peut sortir 4 millions de personnes dans la rue. Aucun. Au contraire, certains tuent leurs citoyens, ils les mettent en prison. Donc c'est l'insécurité ou le tripatouillage des constitutions, le viol de la loi. Ce sont les 2 raisons à la base des changements de régime. Donc au lieu de venir condamner les coups d'État, il faut condamner ceux qui répandent l'insécurité et ceux qui font violer les lois. Cela ne se fait pas. On attend que les malades tombent malades et puis on vient pleurer pour dire qu'on est son ami, on veut l'aider à faire ceci et cela. Vraiment, je voudrais dire aux nos amis internationaux, soyez très lucides dans vos appréciations. Les Africains d'aujourd'hui, ce n'est plus ceux-là qu'on caresse, on parfume, on leur dit des belles phrases et ça leur suffit. Nous sommes très lucides, on fait le discernement entre nos amis et ceux qui veulent nous recoloniser sous une autre forme.
Imaginez, nous nous entendons avec la MINUSMA qu'ils vont se retirer de notre pays d'ici le 31 décembre. Les affaires étrangères établissent un chronogramme avec eux. Retrait ordonné, coordonné avec l'armée, sécurisé par les forces armées maliennes. Donc on s'entend qu'on doit se réveiller à midi pour commencer le retrait. On vient à la place, on nous dit que la MINUSMA est partie depuis 6 heures. On dit mais ça c'est quoi ça? Le rendez-vous c'était midi, vous quittez à 6 heures. On vient se rendre compte. En fait c'est pour nous tromper. C'est pour remettre les bases là aux terroristes. Et j'ai dit que les terroristes ne perdent rien à attendre. On va s'occuper d'eux dans les camps. Hier, notre armée a bousillé deux véhicules blindés qu'ils ont donnés aux terroristes pour combattre les Maliens. Et on va continuer à bousiller tout ce qu'ils ont laissé. Parce que notre armée est décidée. Trop de Maliens sont morts. Nous n'allons plus accepter. Et ceux qui sont à la base de cela, qu'on dit que c'est des Maliens, je leur ai dit de venir chez nous. Nous allons discuter. Leur chef est là-bas en France en train de discuter avec les services secrets français. Les jours, ils n'auront pas besoin de lui. Ils vont le jeter comme du citron. Alors qu'ils doivent venir ici discuter. 1989, 2006, 2012, actuellement, tous ces terroristes-là, ils sont venus d'ailleurs pour venir au Mali. Les citoyens maliens, arabes, touaregs n'ont rien demandé à personne. Mais quand ils viennent, ils imposent la violence, tout le monde est obligé de se rallier. Dans les camps de réfugiés, c'est les Arabes et les Touaregs qui sont dans les camps. Ils ne mangent pas, ils ne font pas l'école. Mais les dirigeants de ces mouvements-là, leurs enfants sont dans les grandes écoles. Ils ont 2, 3, 4 passeports. Ils vont en Europe, ils vont en Amérique, on les reçoit au Sénat, on les reçoit dans les palais. Les enfants de Kidal n'étudient pas depuis trop longtemps. Tous les enfants des pauvres. Il faut donc que vraiment vous compreniez cette situation. Nous avons décidé que notre pays, notre peuple a décidé, le président a décidé, le ministre de la Défense a décidé, le ministre de la Sécurité a décidé, l'ensemble des forces armées de sécurité, avec le courage qui est le leur, ils ont décidé que nous allons reprendre notre pays en main. Ceux qui veulent discuter, négocier, on a un ministère chargé de la réconciliation. Vous venez vous discuter avec eux. Si vous avez la paix, nous sommes un pays de paix. Mais nous n'accepterons plus jamais que des groupes d'individus importés de l'extérieur, sponsorisés par des forces et des pays étrangers, viennent s'imposer aux Maliens, viennent s'imposer aux Nigériens, viennent s'imposer aux Burkinabés, viennent s'imposer aux Africains. Vraiment, je voudrais que vous compreniez, parce que vous êtes venus de plusieurs pays. Le narratif que vous entendez est totalement différent de la réalité. Certains, peut-être en venant, se disent « il faut qu'ils soient en sécurité au Mali ». Ils sont venus, vous n'avez rien vu de mauvais. Et je termine par vous donner une citation. Ça, c'est ma dernière intervention. Le chef d'état-major de l'armée française, il est venu en 2016, quand ils ont créé Barkhane, sans demander l'avis des Maliens. Serval s'est transformé en Barkhane à l'insu des Maliens. Comme G5 Sahel, Takuba et Petite et Patata sont tous faits à l'insu des Maliens. Il a fait une revue des troupes, des militaires français, sur la base Fayalar. Vous savez, comme je suis en train de vous expliquer, moi, depuis un mois, je ne fais qu'expliquer l'histoire aux Maliens pour qu'ils comprennent où est-ce qu'on est. Ils voulaient que les soldats comprennent pourquoi ils sont là. Voici ce qu'il leur a dit. Nous étions là il y a 100 ans. Nous sommes partis il y a 60 ans. Nous sommes revenus maintenant, c'est pour 100 ans. C'est ce qu'il a dit à ces soldats, pour qu'ils comprennent que ce n'est pas pour demain. Ils sont revenus recoloniser l'Afrique. Parce qu'on les a renvoyés il y a 100 ans, il y a 60 ans. Mais ils étaient venus sous la colonisation il y a 100 ans. C'est pourquoi j'ai dit aux Européens, ne vous laissez pas influencer par un pays.
le Mali ne va plus sous-traiter sa sécurité. On ne peut plus parler au Mali par procuration. Celui qui veut travailler avec le Mali, qui est ami à tout le monde, il vient, nous travaillons, il veut nous aider, ou bien il veut faire les affaires pour faire, comme on dit, le gagnant-gagnant, on va le faire. Nous sommes amis à tous les peuples du monde. Vraiment, je voulais que vous compreniez ça quand vous retournez dans vos pays, il faut leur expliquer ce qui se passe réellement au Mali. Merci bien. Je voudrais donc vous dire que sur ces mots, je voudrais terminer et vous réitérer mes remerciements à tous les partenaires techniques et financiers et les appuis multiformes et constants, particulièrement au Programme des Nations Unies pour le développement, pour la confiance et le choix portés sur le Mali, pour abriter le premier forum régional sur le climat, la paix et la sécurité. Mes félicitations et remerciements vont également à l'endroit de la Commission nationale d'organisation pour son efficacité et la qualité du travail abattu. Et enfin, je voudrais, pour terminer, au nom du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, chef suprême des armées, parce qu'il est aux commandes aujourd'hui, on est en train de mettre de l'ordre, en vous souhaitant, en son nom, un agréable séjour à Bamako, je déclare formellement, officiellement, ouvert le premier forum régional sur le climat, la paix et la sécurité. Merci bien.